Salut, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui avec Stéphane pour vous parler de la prochaine étape de la Diamond League. Ça va être à Eugene aux États-Unis, le fief de l'athlétisme mondial. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, on part aux États-Unis pour la 9e des 15 étapes de cette saison de Diamond League. Et franchement, cette 9e étape, Alex, et pour tous ceux qui nous écoutent, elle va être dingue. C'est pas juste la 9e étape des 15. Cette étape-là, elle est aux États-Unis, dans l'Oregon. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là-bas, il vit attelé. Ils vivent attelé, c'est sacré. Le stade, il est exceptionnel. C'est une dinguerie. Alex, il a eu la chance d'y aller. Il va nous raconter un peu comment c'était, mais ça a été rénové en 2018. C'est un stade qui est ultra moderne, une piste très rapide avec un revêtement de dernière génération, Mondo, une architecture un peu, allez, futuriste, j'ai envie de dire. Moi personnellement, j'adore ce stade. Je suis jamais allé, mais c'est conçu vraiment pour la perf. Toi, Alex, qu'est-ce que tu avais vécu là-bas? Comment tu t'es retrouvé là-bas? C'était en 2022 pour les championnats du monde tout simplement. C'était particulier parce que c'est pas un stade immense, c'est pas un stade de championnat du monde, c'est pas le stade de France, c'est pas le stade de Tokyo qu'on va avoir au mois de septembre là pour les championnats du monde, mais c'est un petit cocon. Je sais que tu aimes bien ce mot-là, c'est un vrai cocon pour perfer en athlétisme. C'est le stade de l'université de Eugene, de l'Oregon. C'est vraiment, c'est vraiment fait pour perfer, pensé pour la performance. Les conditions climatiques, ils sont bonnes. La piste, tu l'as dit, elle est magnifique, elle est ultra rapide. C'est un stade qui est flambant neuf et ça accueille tous les ans les finales NCAA et les trials américains. C'est pas pour rien. Ah, c'est clair. Il y a eu les championnats du monde aussi en 2022. Il y a eu la grande finale de la Diamond League qui était organisée là-bas en 2023. Et si on se souvient bien, ça a été le meeting comment dire, le plus élevé, le meilleur niveau qu'il y ait pu avoir, en tout cas sur un meeting de Diamond League. Donc franchement, les conditions vont être exceptionnelles. Niveau météo, là aussi, ça va être encore une fois parfait. Franchement, ça fait depuis quelques éditions là de Diamond League, quelques étapes que tout est nickel. Franchement, le soleil, un peu de vent de dos pour les sprinteurs, grand soleil toute la journée annoncé à Eugene, ça va être exceptionnel. Côté diffusion télé, on se retrouvera samedi encore une fois gratuitement sur la chaîne L'équipe Live 1 à partir de 22 heures samedi soir. Alors il y a des épreuves qui vont être pratiquées un peu toute la journée. Vous pourrez regarder sur YouTube si vous pouvez vous connecter sur YouTube de la Diamond League, mais le vrai début des épreuves ce sera à 22 heures et ça va commencer par plusieurs épreuves de la Diamond League et la Diamond League Plus. On va vous dire ce que c'est un peu plus tard. Ce meeting-là, il est exceptionnel, on l'a dit, mais ce qui rend ce meeting elle est spéciale à mon avis, c'est le nom qui porte aussi, Préfontaine Classique. Préfontaine, c'est un hommage à Steve Préfontaine qui était un athlète exceptionnel des années 70, 75, un fondeur, un demi-fondeur, fondeur de légende qui est très très connu aux États-Unis, un peu moins connu en Europe et encore moins en France. C'était un mec qui avait un mental de fou, qui courait uniquement pour gagner. On le voit sur les vidéos qui sont encore sur YouTube. C'était dingue. Il avait un esprit un peu, allez, comment on va dire ça, rebelle, très charismatique. Il a marqué les esprits aux États-Unis. Il est malheureusement décédé jeune, très jeune, à 24 ans sur un accident de voiture, mais il a laissé une trace énorme dans le sport et surtout à Eugene. Et c'est vrai que c'est vraiment marqué là-bas. Et la start list, elle est exceptionnelle. Ouais, tu l'as dit Stéphane, on va commencer par la start list de la dernière épreuve qui va avoir lieu. On le sait souvent, la dernière épreuve, c'est l'épreuve phare du meeting. Là, c'est le mile, le Bowerman Mile. Et tu as parlé de Steve Préfontaine et Bill Bowerman, c'était le coach de Steve Préfontaine. Ça, c'est une chose. Mais également, Bowerman, c'est le cofondateur de Nike. Parce qu'on le rappelle, Nike est basé dans l'Oregon, c'est leur fief. Le meeting est estampillé Nike. On va encore voir du Nike partout. Après le Breaking Four à Paris, où on voyait du Nike de partout, là, le Préfontaine classique à Eugene, ça sera Nike partout. Donc ça va être un truc hyper intéressant à suivre. On attaque, nous, pour vous parler du mile, qui va être le mile masculin cette fois-ci. Donc après Kipiegon à Paris, cette fois, là, c'est le mile masculin. Et je pense que l'objectif de cette course, ça va être de faire tomber le record du monde d'Hicham El Guerrouj.
enfin j'ai envie de dire, parce que c'est un record du monde qui date de 99, je crois, ou 98, je sais plus. Et Hicham El Guerrouj, il courait pas avec la technologie au pied qu'on peut avoir actuellement, les points de carbone, il avait pas la Wavelight, c'était juste un athlète de talent exceptionnel. C'est 3,43,13, ça constitue le record du monde de Hicham El Guerrouj. Ils vont être en danger samedi soir à Eugene, et le premier qui va être capable de battre ce record, ça sera à mon avis l'américain chez lui à domicile, Yared Nuguse. Nuguse, il a déjà couru en 3,43,97, donc il est très proche de ce record du monde. À mon avis, l'objectif c'est de faire péter ce record du monde à domicile. Et il va y avoir toute une multitude de coureurs qui vont être aussi en capacité de suivre Nuguse et peut-être de lui piquer son objectif, parce qu'il y a 5, 6, 7, 8 coureurs qui ont des records en 3,47, 3,48. Il y en a pour certains comme Asdin Habs qui ont un meilleur record en salle cet hiver que leur record en extérieur. Le mile, c'est une distance qu'on fait pas souvent. Donc, à mon avis, cette course, elle va partir sur des bases folles. Elle va être emmenée par le prodige botswanais du 800 mètres, Maselala. Donc, à mon avis, ça va partir très fort. Est-ce qu'on peut assister à la première course, voir le premier homme sous les 3 minutes 40 au mile? Franchement, ça serait vraiment une dinguerie, mais au point où on en est maintenant avec le demi-fond, ça me surprendrait même plus. Mais bon, battre le record du monde de 3 secondes, ça serait quand même quelque chose. Après tout, Kipyegon, elle a tenté de le battre de 7 secondes. Donc pourquoi pas le faire tomber de 3 secondes. Et à noter dans cette course quand même qu'il y aura la présence de Asdin Habs. On le sait maintenant, il a un nouveau statut à faire valoir. Hein. Sur le 1500 mètres, il est le 6e performeur mondial de tous les temps. Donc sur le mile, c'est 109 mètres de plus. Il va être performant aussi. S'il se met bien dans la roue de Nuguse, ben, on peut peut-être imaginer qu'il peut lui aussi battre le record du monde. Si jamais il reste derrière ou il coince un tout petit peu sur la fin, est-ce qu'on peut imaginer le record d'Europe? Le record d'Europe, c'est la propriété de Jacob Ingebrigtsen en 3,43,73. Donc, la marge entre le record du monde et le record d'Europe est très faible. Il y a 60 centièmes d'écart. Donc, s'il bat le record d'Europe, il sera pas loin de battre le record du monde. En tout cas, à mon avis, le record de France, c'est une certitude, est en grand danger. Ouais, cette course-là, on la retrouvera sur l'équipe 21 à 23h50. Ça va être le feu d'artifice, franchement, à Eugene. Mais par contre, je reviens sur ce que tu disais sur le côté Nike, cofondateur de Nike et tout. Là, les deux athlètes dont on a cité un peu plus, le focus sur ces deux athlètes ne sont pas Nike. Ça veut dire que, franchement, Nike peut se prendre une petite claque, mais bon, ils seront contents quand même. Mais Nuguse, il est sur On Running. Et Abs, il est chez Adidas. Donc ça veut dire que Adidas et On pourraient choper le record à Eugene par le cofondateur de Nike. Ce serait assez exceptionnel. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Abs. On l'a vu, record de France éclaté, évidemment. Franchement, j'ai vraiment envie de le voir être au-dessus du lot et pourquoi pas battre un nouveau record d'Europe ou le record du monde. Ça me paraît être un peu chaud le record du monde, mais le record d'Europe, à mon avis, me paraît tout à fait accessible. Cette course, elle sera aussi arbitrée par des Kenyans, et notamment Timothy Chariot, qui avait rivalisé un tout petit peu avec Habs il y a 2 éditions, et j'ai hâte aussi le retrouver. À noter quand même qu'il y aura pas la pépite Kenyan Koch, qui sera pas là, le jeune prodige junior qui a battu le record du monde junior en 3,27 au 1500. Il est pas là, donc dommage parce que là aussi on aurait eu une confrontation assez exceptionnelle. Je pense que la course, elle est montée pour Nuguse. Et après, il y a des mecs comme Grant Fisher qui sont là. Bon, c'est pas des spécialistes du mile, ils sont sur de la distance un peu plus longue, mais à mon avis, ils vont imprimer un rythme assez intéressant. Et à noter quand même la présence de quelques Européens, hormis Habs. Il y a les Britanniques Gourlay et Whiteman qui ont des records à 3,47. Donc, eux aussi peuvent profiter de l'aspiration de la locomotive Nuguse et aller taper le record d'Europe, voire le record du monde. Et il y a aussi le prodige aussi néerlandais Niels Laros qu'on avait vu faire le lièvre pour Kipiegon à Paris dernièrement. Donc vraiment une très très belle course. Ça sera l'événement, à mon avis, de ce meeting, de cette Diamond League de Eugene. Et il y a un autre événement, c'est que sur le 1500 mètres féminin, cette fois-ci, on va voir revenir Kipiegon, cette fois-ci, en compétition officielle, avec du matériel autorisé, homologué, sans lièvre masculin, sur une course de Diamond League, et avec une course d'une vraie densité, parce que elle aura certainement un peu de marge, qu'on a vu, elle est en forme, Kipiegon, quand même, hein, malgré qu'elle avait des conditions vraiment favorables à Paris sur le Breaking 4.
Elle a montré quand même qu'elle était en forme, mais il y aura toutes les meilleures concurrentes mondiales du 1500 mètres qui seront présentes sur cette course. Il y aura Jessica Hull, l'Australienne, il y aura Hunter Bell, la Britannique, il y aura Welteji, l'Éthiopienne. C'est toutes des filles qui tournent autour de 3,50, hein, là où le record du monde de Kipyegon est 3,49. Donc, est-ce que le record du monde de Kipyegon peut être en danger? On a vu qu'elle est passée en moins de 3,49 à Paris sur son breaking four là sur le mile. Donc elle passe en moins de 3,49 alors qu'il lui reste 109 mètres et on sait qu'elle a vraiment explosé sur les 300 derniers mètres. À mon avis, elle a la capacité de faire le record du monde. Faudra voir comment les lièvres sont capables de l'emmener, jusqu'où elles sont capables de l'emmener, à quel rythme. Mais à mon avis, le record du monde est déjà en danger pour le 1500 mètres et ça serait une belle vengeance pour Kipyegon après l'échec relatif du breaking four. Ouais, je pense vraiment qu'elle va battre ce record du monde, tu l'as dit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle redescend un peu d'un cran de stress, de pression qu'on avait pu lui mettre avec Nike. Et franchement, ce serait une très grosse déception si elle le bat pas. Mais de notre côté, je pense pas qu'elle le vise que ça. Elle le vise aussi de d'éclater tout simplement ce record-là. Elle est passée, tu l'as dit, à moins de 3,49 sur un 1609 mètres, la distance du miles la semaine dernière. Honnêtement, à part le trajet entre Paris et les États-Unis qui ont pu lui laisser quelques traces, je vois pas comment elle va pas faire moins de 3,48 ou voire même 3,47. Le seul point d'interrogation étant les lièvres qui va être en mesure de l'amener pour dépasser les 1002 peut-être, mais ce sera exceptionnel. On sera plutôt sur une fille qui va mener sur 800 et ce sera déjà super. Kipyegon, c'est 3 minutes 49,04 centièmes pour battre son propre record du monde et je pense qu'elle le battra en tout cas à mon avis dès cette course-là, qui sera sa première vraie course de la saison sur 1500 mètres. Ouais, on est curieux de la voir s'aligner sur sa distance fétiche. À surveiller quand même dans cette course, il y aura 6 Américaines qui voudront briller à domicile forcément. Et en plus, c'est pas n'importe qui ces Américaines. Ces Américaines qui ont des records entre 3,54 et 3,58, donc c'est pas rien. Et on note la présence notamment de Nikki Hiltz qu'on avait pu voir assez performante en début de saison sur le Grand Slam Track de Kingston. Et donc elle avait fait 4 minutes pour sa rentrée. Sur le 1500 mètres, qui était très bien pour un mois d'avril. Donc à surveiller ces Américaines à domicile, on sait, ils commencent à être très très performants les Américains dans le demi-fond. Moi, avec Stéphane, maintenant, on va parler moi, c'est la course qui me hype le plus de ce meeting. C'est le 100 mètres féminin. On l'avait parlé, on en avait rêvé ces derniers temps dans nos podcasts. Là, ça y est, toutes les étoiles se sont alignées. Elles sont toutes réunies sur la même ligne de départ à Eugene, terre de sprint. Et franchement, ça va être incroyable, le 100 mètres féminin. Il va y avoir Julian Alfred, la championne olympique. Donc voilà, déjà, rien que sa présence suffit à donner envie de regarder ce meeting. Il va y avoir la meilleure performeuse mondiale de l'année. On en a beaucoup parlé au Grand Slam Track, c'est Melissa Jefferson-Wooden. Donc les deux, elles ont des records, elles ont couru en 10,73 et 10,75. Donc déjà, ça annonce un beau duel. Il y a la championne du monde en titre aussi qui va être présente, Sha'Carri Richardson, qui est un peu en délicatesse cette année. Pour l'instant, en tout cas, elle a fait qu'une seule course en 11,47, donc vraiment horrible. Mais à mon avis, si elle s'aligne chez elle à domicile, c'est qu'elle a dû bien bosser depuis et qu'elle doit être performante. Il y a aussi la présence de l'ancienne génération, j'ai envie de dire, mais toujours très rapide avec Marie-Josée Talou, Dina Asher-Smith, qui ont encore couru sous les 11 secondes dernièrement, 10,92, 10,93. Et il y a également dans cette course les futures stars, à mon avis, les jumelles Clayton jamaïcaines, Tia et Tina Clayton, qui on a vu 10,81 et 10,86 l'année dernière pour l'autre. Tia Clayton qui a gagné la sélection jamaïcaine sur le 100 mètres, donc qui sera au championnat du monde à Tokyo. Franchement, cette course, c'est une finale de championnat du monde. Allez, il manque qui? Il manque Shelly-Ann Fraser pour l'histoire et Shericka Jackson, parce que Shericka Jackson, faut pas l'enterrer, mais c'est la finale des championnats du monde qui va avoir lieu à Eugene ce week-end. Donc, restez connectés. Ah, c'est un truc de fou parce que les 6 meilleures performeuses mondiales de la saison sont réunies. Donc franchement, sur une série avec 8 ou 9 filles, parce qu'on sait qu'il y a 9 couloirs à Eugene dans l'Oregon, franchement, ça annonce exceptionnel. Tu as tout dit. Qui va gagner, Stéphane? Ah, c'est vraiment très très dur. Allez, mouille-toi. Moi je mise sur Melissa Jefferson. Il y a plusieurs raisons. Ouais, il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'elle est chez elle. Je sais que son coach, il a préparé cet événement. Il a 6 athlètes qualifiés sur la Diamond League de Eugene. À quelques semaines des sélections,
Américaine, moi je vois Melissa Jefferson. Je sais que toi tu vas penser Julian Alfred. Tu me dis Non. si je me trompe. Ah non, bon, ok. Alors Tina Clayton. Ouais, moi je suis sur Tia Ouais, Clayton. Je pense qu'elle est en plein boom. Elle vient de c'est vrai. gagner les sélections jamaïcaines en 10,81. Donc elle est pas loin des autres. Et elle va vouloir s'affirmer. Alors qu'à mon avis, une fille comme Jefferson, tu vois, tu l'as dit, elle, ses sélections, elles sont pas encore passées à Jefferson. Donc, Ouais, elle est pas tranquille. Alors que Tia, elle sait qu'elle est qualifiée c'est vrai aussi. pour Tokyo. Alors que Jefferson, si elle fait, elle a cette pression encore de devoir aller jusqu'à ses sélections et se qualifier. Donc, je pense que Tia, elle va être libérée, elle va se lâcher totalement. Là où Jefferson, à mon avis, est dans un petit cycle de travail où il faut retravailler un petit peu avant les sélections, parce qu'on le sait, les sélections aux US, ben, si elle rate sa course, ben, elle rate la sélection. Hein. Il y aura 3 filles qui iront plus vite qu'elle, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc moi, je mise sur Clayton et Alfred, évidemment. Alfred, elle a aucune pression parce que elle a déjà fait un beau début de saison. Elle n'a pas besoin de se qualifier via des sélections de son pays, parce que Sainte-Lucie, à mon avis, il y a même pas 3 filles qui font du sprint en moins de 12. Donc ouais, je mise sur Clayton et Alfred avec une petite défaillance de Jefferson, mais pour rebondir aux sélections. Effectivement, la bataille va être féroce parce que n'oublions pas que Julian Alfred a couru en 10,75 cette année à Stockholm, qui est pas une piste qui est très rapide, en tout cas reconnue comme très rapide, alors que Melissa Jefferson, elle a fait ça dans les meilleures conditions qu'on a pu voir en ce début de saison, c'est-à-dire à Miramar, à Miami, sur une piste ultra rapide, et elle avait confirmé à Philadelphie en 10,73, 10,75 à Miramar et 10,73 en Philadelphie. Donc je sais pas trop quoi en penser, je suis d'accord, mais Melissa Jefferson, à mon avis, va être en feu. Il faut noter aussi la présence de Terry, Twanisha Terry, qui est aussi entraînée par Dennis Mitchell dans le même groupe que Melissa Jefferson, que Sha'Carri Richardson, que Kenny Medarek chez les hommes. Franchement, ce groupe-là, il est exceptionnel, donc à voir ce que ça va donner. N'oublions pas aussi Ophélie qui a tapé une très belle perf il y a quelques jours en 10,87. Franchement, si Sha'Carri Richardson n'est pas à ce niveau-là, elle va jamais intégrer la sélection pour les championnats du monde à Tokyo, à moins qu'elle ait une wildcard peut-être, je sais pas. Eh ben, elle est championne du monde en titre, donc elle a une wild card. Ouais. Donc peut-être qu'elle se prépare uniquement pour les championnats du monde de Tokyo, mais Oui, bon, ce serait malin, hein. ce serait Franchement, ce serait malin, très malin. mais je sais pas. Bon, du coup, et tu penses qu'on va passer sous les 10,70 là sur cette Ouais, course? moi je crois que c'est Ouais, vraiment possible. Ouais, moi ça va être fou. je pense qu'à Eugene les conditions vont être exceptionnelles. Ils savent organiser et tout ce beau monde attend cet événement. Les 6 meilleures performeuses, je le répète, seront présentes dans la même course. C'est jamais arrivé, je pense, avant un championnat. Donc Ouais. Un gros attendons start quelque list, chose de fou. Ouais. gros coup fait par l'organisateur du meeting là, de réunir toutes ces filles, qu'elles osent s'affronter avant Tokyo, c'est vraiment une belle chose. Ça fait plaisir en tout cas de les voir s'affronter et ne pas s'éviter. Un peu comme Noah Lyles qui évite un petit peu tout le monde depuis des années maintenant. D'ailleurs, on va en parler maintenant du 100 mètres masculin parce que c'est une autre course qu'on attend impatiemment. Alors, il y aura toujours pas Noah Lyles, hein, on n'a pas trop de nouvelles de lui, on ne sait pas quand il va rentrer, si on sait même pas s'il va rentrer. Hein. Lui, c'est pareil, hein, il est champion du monde en titre, donc il est déjà qualifié pour Tokyo, il a sa wildcard. S'il veut ne pas courir de l'année et se présenter à Tokyo, il peut le faire. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire en plus. Ça m'étonnerait pas du personnage. On a entendu dire que il avait décliné les offres du Grand Slam Track parce qu'on lui proposait pas assez d'argent. Je pense qu'il peut se, se priver de compétition juste pour montrer que voilà, lui, il vaut de l'argent. Il faut mettre les billets et que l'année prochaine, il faudra qu'il amasse de l'argent. Euh, Toujours est-il que le 100 mètres masculin, ça va être encore un gros duel qui se présente à nous avec Kishane Thompson, le vice-champion olympique, dans le même centième que Noah Lyles à Paris l'année dernière, qui vient de faire 9,75 lui aussi aux sélections jamaïcaines, qui est lui aussi du coup libéré du poids de la qualif et qui va affronter Trayvon Bromell, le revenant là, qui a fait 9,84 dernièrement aussi en Diamond League et qui a l'air d'être revenu à son tout meilleur niveau. C'est 2 athlètes de tout premier rang et moi j'ai hâte de voir ça parce que Thompson, il est devenu le 6e meilleur performant mondial de tous les temps sur 100 mètres. Mais la petite anecdote qui est rigolote, c'est que c'est seulement le 4e Jamaïcain de tous les temps. Donc il est même pas dans le top 3 des Jamaïcains alors qu'il est top 6 all-time. Et voilà, Thompson, je pense on est aux prémices de l'éclosion au plus haut niveau de ce garçon qui a un talent fou et qui ça m'étonnerait pas qu'il court en 9,6 cette année. Et j'espère pour lui au championnat du monde de Tokyo pour ridiculiser Noah Lyles. Je sais que t'aimes pas Noah Lyles, mais ridiculisé. Il va falloir y aller quand même. Mais Thompson, il est exceptionnel. Tu l'as dit, c'est un talent,
c'est un diamant qui est en train d'être poli. C'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer avec ce gars-là, parce qu'il y a quelques années, il était en 10-20, 10-30, et finalement, il a progressé chaque année. Là, il est à 9,75, c'est la meilleure meilleure performance mondiale de la saison. Il a fait ça en Jamaïque, chez lui, au Trials, avec un vent régulier de plus 0,8, qui est pas exceptionnel non plus. Si à Eugene, il y a plus 1,8, franchement, déjà, ça change tout. Il va passer sous les 9,70. Il a annoncé dans les médias il y a quelques heures seulement qu'il voulait et qu'il s'étonnait pas de peut-être battre le record du monde, qu'il allait pas être étonné de battre le record du monde. Je pense que ça, c'est un peu de l'intox. Les Américains et les Jamaïcains sont un peu spécialistes de ça. Nous, on n'a pas l'habitude trop en Europe de s'exprimer comme ça. Malgré tout, 9,75, c'est exceptionnel. Il devrait remporter cette course avec une grande facilité. Je vois même pas Bromel s'aligner face à lui. Je l'ai trouvé très très impressionnant au trials avec une course qui est perfectible. Il va pas jusqu'au bout de la course d'après moi. J'ai l'impression qu'il a une marge de fou. Je pense sincèrement qu'il peut taper un chrono qu'on n'a pas vu depuis des années, c'est-à-dire un 9,67, 9,66, voire peut-être passer comme l'athlète on va dire la révélation de ces dernières décennies peut-être, je sais pas. Bah, déjà, 9,75, c'est une perf qu'on n'avait pas vue depuis 10 ans. C'est C'était ça. Justin Gatlin, le dernier à avoir couru en 9,75 en 2015. Donc, franchement, on est déjà bien gâté. Toi qui te plaignais en début de saison du Ouais. sprint en Diamond League, là, je pense que tu vas être servi. Il va y avoir une course vraiment phénoménale. Et c'est quelque part, c'est rassurant parce que ça veut dire que les athlètes en début de saison sont pas en forme. Normal, tu me diras, parce que la saison en plus elle est super longue cette année, donc il faut prendre le temps de monter en puissance et ça commence avec le moment d'être en forme puisqu'il y a les sélections US, les sélections jamaïcaines en ce moment et qu'après il faudra avoir encore un bon pic de forme pour Tokyo. Mais le sprint 100 mètres femmes, 100 mètres masculin à Eugene, ça va envoyer vraiment du lourd. On va enchaîner un petit peu parce que là, on a pris le temps de vous parler des deux épreuves phares du demi-fond et des deux épreuves phares du sprint. On va prendre le temps d'enchaîner avec les Français qui vont être présents dans cette Diamond League. Il n'y en a pas beaucoup. On a parlé de Hazine Habs sur le mile. Il va y avoir aussi Alice Finot pour son deuxième steep de la saison après celui de Paris-Charletti où elle avait un petit peu cafouillé le franchissement de sa deuxième rivière où elle avait dû piétiner, ralentir, finalement l'enjamber la rivière pour repartir. Donc elle avait perdu quand même pas mal de temps. Je pense que son 9,15 n'est pas du tout révélateur de sa forme actuelle. Elle doit valoir, à mon avis, elle doit être capable de se rapprocher des 9,00 assez dans cette course assez facilement. Et donc on va voir un petit peu. Elle a déjà fait les minima pour Tokyo. On va voir où elle en est, où elle se situe par rapport à la concurrence. Et la concurrence, elle sera incarnée notamment par toujours les deux mêmes, hein, pareil à Charletti, c'est Cherotich et Chemutai, hein, l'Ougandaise et la Kenyane, qui sont au-dessus du lot et qui vont encore une fois, à mon avis, partir assez rapidement devant pour se battre pour la victoire et peut-être même pas finir très loin du record du monde du 3000 mètres steeple. Ouais, le record du monde détenu par Kipchoge en 8,44,32. Alors ça paraît loin, 4 secondes chez Moutai, c'est 8,48. Mais c'est vrai que dans des courses de 3000 mètres steeple, on sait que les barrières ont une importance capitale. Si on passe bien et que ça se passe très bien dans la rivière, il y a un moyen d'aller gratter quelques secondes. Le record du monde me paraît quand même un tout petit peu compliqué sur cette course-là à Eugene. Ils annoncent des chaleurs assez importantes. Ouais, on va suivre ça avec intérêt et on va aussi suivre l'autre française qui va être présente, Anaïs Bourgoin, pour confirmer un petit peu son nouveau statut sur le 800 mètres féminin mondial parce que Anaïs Bourgoin, ça y est, elle fait partie des cadors de la discipline. Elle a fait un chrono en 1,57. Très bien. Elle a gagné la semaine dernière sa course au championnat d'Europe par équipe devant de la concurrence quand même féroce. Là maintenant, à elle de se confronter en Diamond League dans une course qui va être hyper dense avec que des filles qui ont des records entre 1,56 et 1,58. Donc ça va être la course parfaite pour elle. Elle va devoir bien naviguer dans le peloton pour être gêner le moins possible, être capable de faire parler son finish ravageur maintenant. Elle a vraiment un gros finish, hein, 57,3 dans le dernier 400 ce week-end à Madrid au championnat d'Europe par équipe. C'est vraiment très impressionnant. Et elle peut même gagner cette course hein, si tout se passe très bien pour elle, ce qui serait vraiment un grand coup de pied dans la fourmilière mis par Anaïs Bourgoin. À noter dans cette course quand même la présence, le retour et la rentrée sportive de Ating Mu à domicile chez elle, l'américaine, la star américaine qui a vraiment en qui on placé de grands espoirs sur le 800 mètres, le 400 mètres et qui se fait rare en meeting et on est toujours très curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est une fille qui a déjà couru une 54
Donc, et qui sur 400 mètres a fait moins de 50. Donc on est quand même toujours très curieux de ce genre de profil et de voir leur évolution parce que c'est encore une jeune athlète et pleine de promesses en tout cas. Ouais, ce retour, moi, il me fait plaisir. Alors attention, est-ce qu'elle va pas être seulement lièvre, entre guillemets, de la course et payée pour faire ça? J'en doute. J'ai l'impression qu'elle va s'aligner pour courir et pour faire une belle perf. À Tingmou, c'est exceptionnel. Ce sera à 23h34. Regardez cette foulée, cette amplitude, ce pied qu'elle a, c'est assez exceptionnel. On n'a pas vu ça depuis déjà des années, des générations entières. Et ça fait quelques années qu'on la voit un peu en délicatesse, souvent blessée, même en dépression. C'est ce qu'elle a dit dans les médias. Et j'ai hâte de la revoir. Manaïs Bourgoin, il y a moyen de gagner cette course. Il y a Duguma quand même qui a fait une 56-64, mais en début de saison de Diamond League en mai en Chine à Kekiao, il me semble. Donc après ça, un tout petit peu moins bien. À voir ce que ça va donner. Mais je pense que l'affrontement avec la seule autre européenne, c'est Ricky, Gemma Ricky, et je pense que ce duel-là va être un peu un fil conducteur en attendant la rentrée de Hawkinson. On n'a pas forcément de nouvelles de Kelly Hawkinson qui a toujours pas fait sa rentrée en Diamond League et qui, elle, championne olympique en titre, va vouloir un peu écraser toute la concurrence et elle se prépare vraiment pour ces championnats du monde. Et côté français, on attend aussi la rentrée sportive de Renelle Lamotte, hein, qui va être protégée par la fédération dans sa qualification pour les championnats du monde de Tokyo, puisqu'elle avait fini cinquième des JO de Paris. Donc elle a tout le loisir de bien se préparer et de très bien se préparer, même avec Bruno Gagère du côté de Montpellier, pour être performante à Tokyo. On va finir ce petit podcast en vous parlant de 3 épreuves aussi qu'on va vouloir suivre sur ce meeting de Diamond League, à commencer par, on a parlé récemment là, dans le débriefing de la Coupe d'Europe par équipe de Madrid le week-end dernier. Le lancer de poids féminin se porte super bien. Il y a des Européennes, mais il y a aussi des Américaines, une Canadienne qui lance super loin. Dans ce concours là, à Eugene, il y aura 7 filles qui ont un record à plus de 20 mètres. Quand on sait que le titre olympique s'est gagné à 20,00, ça vous donne un petit peu l'étendue de la classe de ce concours de lancer de poids féminin à Eugene. Il va y avoir Chase Jackson qui a lancé à 20,95 m la semaine dernière. Son record, c'est la meilleure performance mondiale de l'année, évidemment. Jessica Schilder, la Hollandaise, qui avait vraiment détonné et étonné cet hiver avec de gros jets à appel d'orme au championnat d'Europe chez elle à domicile, qui a un record à 20,47 en extérieur. Sarah Mitton, qui a fait 20,35 cette année, la Canadienne, et bien sûr la championne olympique en titre, l'Allemande Yemisi Ogunleye, qui n'a pas encore lancé 20 mètres cette année, mais qui a un record à 20,37 m. Donc un meeting, un concours de lancer de poids hyper intéressant à suivre pour les spécialistes et même pour les non spécialistes. Laissez-vous tenter par le lancer de poids, vous allez voir, vous allez vous régaler. Ouais, il y a une autre épreuve aussi, le 400 mètres haies, où là on va vraiment se régaler, malgré l'absence du Norvégien Karsten Warholm, qui a décidé de rester un peu dans son pays et retravailler après la petite branlée quand même de la dernière Diamond League. Mais on va suivre Benjamin Ray, le champion olympique en titre, qui a éclaboussé de son talent les dernières courses, 46-54, la meilleure perf de sa saison, meilleure performance mondiale de la saison évidemment. Et moi, je pense sincèrement il y a peut-être une possibilité qu'il batte le record du monde en 45-94. Il va être chez lui sur une piste qu'il adore. Il a toujours gagné sur cette piste-là. Il est exceptionnel à Eugene en Diamond League. Benjamin Reid pour les États-Unis, à mon avis, on va se rapprocher d'un chrono à moins de 46, voire battre le record du monde. Attention à Samba aussi, le Qatari, qui fait un retour tonitruant en première position, 47,09 sur sa meilleure perf de la saison. Mais franchement, Benjamin Reid, s'il est en forme, et ce sera certainement le cas, il va écraser la concurrence. Attention, il y a Dos Santos quand même aussi. Et Dos Santos, Ouais, c'est le Brésilien qui avait gagné les championnats du monde en 2022 à à Eugene. Eugene, Oui, devant Ray Benjamin. Donc attention à ce Brésilien qui avait fini un dixième seulement derrière Ray Benjamin lorsque Benjamin fait 46-54, il avait fait 46-68 Dos Santos. Donc les deux vont se tirer la bourre encore une fois. Mais t'as raison, moi je vois ouais. Ray Benjamin largement devant, mais faut pas enterrer Dos Santos parce qu'il est surprenant ce Brésilien et on va le suivre. Et la dernière course dont on voulait vous parler dans ce podcast, ça va se résumer à un duel. Cette course, à mon avis, ça va être le duel sur le 200 mètres masculin entre Tebogo et Bednarek. À mon avis, ça va marquer le début de saison de Tebogo. Ça fait depuis longtemps là que Tebogo, il est dans un petit schéma
où il trash talk un petit peu, il parle, mais il court pas très vite, il finit pas ses courses à fond, et il dit qu'il est gêné, il a des problèmes un peu musculaires, mais il va quand même en compétition. Là, ça y est, il est à Eugene, aux États-Unis. Son sponsor, c'est Nike, donc il est chez lui. Face à Bednarek, américain à domicile. Son sponsor, c'est Nike également. Donc, il va y avoir un vrai beau duel. Et Tebogo, c'est le champion olympique du 200 mètres en titre. Donc, il va vouloir asseoir sa domination sur la discipline. Bednarek, c'est le vice-champion olympique. Donc, tout est réuni pour qu'il y ait vraiment une course super sympa qui peut être arbitrée par Richards ou Ogando. Mais j'y crois pas. Moi, je vois vraiment Tebogo et Bednarek se battre en moins de 19,70 loin devant. Moi, je vois Ben Arek écraser Tebogo, l'humilier complètement, alors que j'adore Tebogo. Mais si on prend les paris, Alex, je sais que toi, t'es un peu pour Tebogo, Team Tebogo. Moi, je suis Team Ben Arek à 100%. Ben Arek, il va nous sortir un chrono en 19,5, 19,4. Et je pense sincèrement que Tebogo va être en plus de 20 secondes. Voilà. Moi, je prends les paris. Je pense qu'on est sur ça. Pourtant, j'adore Tebogo. J'adore sa façon de faire, etc. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu changé ce qu'il faisait, que ça marchait avant. Je sais pas. Je le sens moins. Ben Arek, c'est sûr, il va gagner. Allez, on en reparlera dans le débrief prochainement. En tout cas, ce meeting de Diamond League, si tout se passe comme on l'annonce, il va y avoir du record du monde à tir-larigot entre le mile masculin, le 1500 mètres féminin, allez, pourquoi pas, le 400 mètres haies, tu en parlais à l'instant, ou le 3000 mètres steeple féminin. Franchement, il faut regarder cette étape de Diamond Ouais. League à Eugene. Ça va vraiment envoyer du bois, comme on dit. Et nous, de toute façon, on se retrouvera de suite le lendemain de cette édition. Donc dimanche, on vous sortira un petit débriefing de cette compétition qu'il va falloir suivre avec attention. Les amis, portez-vous bien. On se dit à très très bientôt. À bientôt.